Si je dois parler des auteurs qui m'ont marqué, je penserai d'abord Damas, non pas parce qu'il est guyanais, mais parce qu'effectivement, c'est avec lui que j'entre de plein pied dans un autre univers poétique et littéraire. Et puis c'est un auteur particulier, là, je n'invente rien, je ne fais que répéter ce que d'autres ont dit avant moi. Et puis j'ai connu l'homme. Donc on peut même dire qu'il y a une filiation entre Damas et Ellis Stephenson. Bon, bien sûr, j'écrirai jamais ce qu'a écrit Damas, ni comme lui. Bon, mais il a quand même exercé sur moi une influence indéniable. C'est comme des gens d'une même famille. Donc, il y a Damas, il y a Pablo Neruda, parce que j'aime beaucoup sa sensibilité, sa manière de dire les choses. C'est comme si je dirais qu'on est sur la même longueur d'onde, on peut dire. Et puis j'aime cette dimension, cette vastitude, je ne sais pas si le mot existe, qu'on sent chez Pablo Neruda, quoi. C'est vraiment, ce n'est plus un homme qui parle, ce n'est plus, ce n'est même pas un pays, c'est vraiment, on a l'impression que c'est toute l'Amérique du Sud qui s'exprime dans sa poésie, quoi. Et il traverse les continents comme ça. Et c'est quelque chose d'assez impressionnant. Bon, il y a également d'autres auteurs qui sont moins proches de nous physiquement. Par exemple, David Diop, bien qu'il n'ait publié qu'un seul recueil, Coup de pilon. Et c'est un livre qui m'a beaucoup frappé, notamment il y a un texte là-dedans. Je me souviens encore des premiers vers, hein. Nimbroco Poulo Pondor, la rondaillenne autour des cimetières, etc., sur la guerre d'Indochine. Et donc, il y a aussi toujours, parmi les auteurs africains, Charles Nocan, un peu oublié maintenant. C'était parmi les premiers aussi à mettre la littérature africaine en exergue, avec Le Soleil, Point Noir, notamment également le théâtre, la reine Apakenou. Et donc, il y a tous ces auteurs assez loin, géographiquement, physiquement, mais très proches par les thèmes, par le positionnement. Et bien sûr, dans le monde francophone aussi, ça a été quand même mon premier champ d'influence scolaire. Eh bien, j'ai un faible particulier pour Paul Éluard, Apollinaire, un poète classique pas très connu, mais je trouve très, très délicat et très profond. C'est Gérard de Nerval, un petit peu maudit dans la littérature française. Et Verlaine également, c'est un auteur que j'ai beaucoup aimé. Des écoles comme le Parnasse français, bon, j'ai retenu des textes de Hérédia, José Maria de Hérédia. Tout d'abord, c'est curieux, c'est le nom de cet auteur qui m'avait plu. José Maria de Hérédia, ça sonnait pour moi quelque chose de familier, de sud-américain, de latino, comme on dirait aujourd'hui. Et puis il avait un texte magnifique, La Conquistador. Ouais. Comme un vol de Gerfour du Charlie natal, fatigué de porter leur misère hautaine, de Paulos de Moguer, routier capitaine, porte ivre de rêve héroïque et brutal, etc. Donc, ce sont des textes qui nous marquent et qui, en quelque part, nous donnent une tonalité, un rythme, une façon déjà de sentir la réalité, de l'appréhender.
Ça sont des choses qui se passent très jeunes, dans les tréfonds. On ne se rend pas compte. Et quand plus tard, il y a une jonction avec des textes d'un Damas, par exemple, ou d'un Guy tyrolien de la Guadeloupe, bon, comment dirais-je, les choses commencent à parler, à résonner en nous, autrement, avec une certaine cohérence. Et ça, c'est très important. En parlant d'important, tiens, je crois que pour moi, un des auteurs les plus importants de la littérature négro-africaine, j'aime pas tellement ce terme, mais enfin bref, tout le monde sait plus ou moins ce que ça veut dire, bien qu'on n'en parle pas souvent, c'est René Maran. René Maran, le mal-aimé, l'incompris, bon. Mais je crois que c'est quelqu'un qui a écrit quand même une œuvre, qui a produit une œuvre importante. Non seulement par la diversité, il a écrit un peu de tout, comme Marin, romans, biographies, essais, poésie. Bon, je crois qu'à dire peut-être que le théâtre, il ne s'est pas aventuré. Mais René Marin a écrit beaucoup de choses, des choses importantes. Et je crois qu'il a vraiment tenté, lui, Marin, de concilier justement ce dualisme noir-blanc. D'ailleurs, son obsession, c'était d'être un homme, tout simplement, quoi. Je ne sais pas s'il est arrivé, parce que bon, c'est douloureux à travers sa littérature, mais je crois que Maran est un auteur qui mérite d'être redécouvert, et que les Guyanais en particulier, je pense, devraient relire et se réapproprier. Parce que même en Guyane, on oublie souvent que Maran est Guyanais, ça a été quand même un prix Goncourt, hein, le premier prix Goncourt. Et sur un roman, c'était quand même pas anodin, c'était quand même pas un roman d'amour, Batoila. Et je crois que il faut de temps en temps remettre les phares, retrouver les phares, les points d'ancrage, ce qui nous ont permis d'avoir un appui et de faire un véritable pas en avant. Et je crois que ça, on a tendance un peu à le négliger avec le temps qui passe et toutes ces futilités qu'on amasse autour de nous. On se perd dans l'instantanéité, dans l'immédiateté. Et on oublie qu'en fin de compte, même si le passé n'existe pas, même si l'avenir n'existe pas encore, que le présent est toujours la synthèse ou le syncrétisme de tout ce qui s'est passé, non seulement avant, mais également de tout ce qui se passe autour et dans l'instant. Donc je pense qu'il est vraiment important, notamment dans le domaine littéraire, culturel, je dirais même également idéologique, de toujours rester en présence de tous. Bon, et bien sûr, il y a encore d'autres auteurs qui m'ont marqué. Il y a bien sûr de grandes voix qui ont marqué toute une génération, parfois des gens comme Gabriel Garcia Marquez. Plus précisément, moi, j'ai beaucoup aimé, parmi les auteurs latino-américains, Nicolas Guillen, qui demeure pour moi quand même le poète par excellence, avec son recueil West Indies. J'ai encore quelques vers en tête. Quand j'étais étudiant, c'était vraiment le recueil qu'on citait le plus parmi les militants anticolonialistes. Hein. West Indies, noix de coco, tabac et eau de vie. Voici un peuple obscur et souriant. Pour moi, ces vers voulaient tout dire d'emblée. Ça plaçait, ça campait le décor et tout de suite on était dans l'ambiance. On sentait bien, comment dirais-je, saisi, confisqué d'une part et coincé entre la canne à sucre, le coton, etc. Quoi. Ces cultures spécifiques dans lesquelles on avait cantonné ces îles à sucre, comme le dit Damas d'ailleurs. Et donc, il y a une... Je crois que inconsciemment, nous suivons quand même un certain fil directeur, même si on ne cherche pas à le définir
précisément. Fil directeur qui m'a amené à rencontrer toujours un certain type, je dirais, de lecture et un certain type d'écrivains. Par exemple, des gens comme Edouard Monique, qui m'a beaucoup apporté, qui m'appelait d'ailleurs volontiers son petit frère. C'est un petit peu paternaliste, mais c'est très, très sympathique. Bon, et puis, on était quand même à mon âge, quand on n'a pas encore 30 ans, on est quand même fier d'être appelé mon petit frère par quelqu'un comme Edouard Monique, qui est un journaliste connu, qui est un homme de radio, qui a déjà son nom inscrit dans la littérature internationale. Bon, on est quand même un petit peu fiers. Et donc, il y a eu toutes ces rencontres très, très, très intéressantes. Puis des personnes moins connues, mais importantes, je dirais, au niveau de notre région, Guyane, Amazone, par exemple, comme... oh, zut, son nom m'échappe. Tampa du Guyana, il a écrit un recueil très célèbre, qui d'ailleurs a joué un rôle important dans la lutte pour l'autonomie et l'indépendance du Guyana. Ça s'appelle Poem of Resistance. Comme par hasard, son nom m'échappe. Ou dans un registre moins littéraire, je suis économiste quand même, donc j'ai également fréquenté beaucoup les économistes. Des gens comme Clive Thomas, ou Walter Rodney, qui était historien, hein, qui est mort, on sait, tragiquement, en 78, si ma mémoire est bonne. Non. Bon, bref, tragiquement, à Georgetown, qui avait laissé un livre, qui avait beaucoup marqué les gens de sa génération, notamment dans les pays anglophones de la Caraïbe. C'était How Europe Undeveloped Africa. Je ne sais pas si ma prononciation est très académique. Enfin, disons, comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Il y a également d'autres ouvrages écrits par des gens de la Caraïbe ou du Brésil ou du Suriname, très important pour connaître l'histoire du bassin amazonien, du plateau des Guyanes, et notamment en ce qui concerne les peuples bushinangé, qu'on a sur le versant français très peu étudié comparativement aux travaux effectués par les Hollandais, d'une part les Américains, paradoxalement, qui ont beaucoup travaillé sur nos populations descendants des esclaves rebelles, des nègres marrons. Et je pense que toutes ces lectures finissent par créer, non, je ne dirais pas un cadre, parce que le cadre c'est fermé, c'est restreint, mais une vision, non seulement de notre réalité interne en Guyane, mais d'une réalité commune, je dirais, du plateau des Guyanes et du bassin amazonien, et au-delà d'une réalité sud-américaine, je dirais afro-américaine, afro-caribéenne, dans la mesure où tout cela est quand même traversé par une certaine africanité, dans ce sens où on retrouve ici et là des traces, n'est-ce pas, de l'Afrique, des traces de ce moment particulier qui a été l'esclavage, la traite des Noirs, où ça laissait ici et là des radicules, n'est-ce pas, de petites semences, mais qui font que ce n'est pas exactement en Amérique du Sud, comme en Amérique du Nord, ou comme au Canada, et ce n'est pas vraiment en Guyane, vraiment pas comme en France, ou ailleurs en Europe. Et je crois que tout cela crée une littérature non dite, qui ne sera jamais écrite peut-être, mais qui sera toujours vécue par les populations, dans leur quotidien, dans leurs rêves, et peut-être dans leur monde de demain.
peut-être on connaît tous des gens en Guyane, des latino-américains ici qui s'ignorent, et que nous ne sommes plus une île, un isolat humain en Amérique du Sud. Mais ça, c'est... L'histoire nous le dira. Eh bien moi, en fait, j'habite à la cité Bonhomme. C'est une cité populaire, au sens propre du terme. Et on y trouve des gens de toutes les provenances. Surinamiens, brésiliens, des gens du Guyana, également des Saint-Luciens, des Guyanais aussi, bien entendu. Mais enfin, c'est vraiment un quartier populaire. On trouve toutes sortes de maisons également. Certaines personnes, des ouvriers, le plus souvent, qui habitent là. Des grandes maisons, parfois des petites bicoques. Et puis, pas très loin, jouxtant la route de Cabassou qui mène à la caserne du RSMA, ben, il y a une cité, il y a des bars comme on fait dans les grandes villes, quoi. Car il fallait un moment reloger des populations assez rapidement. Et donc, c'est très vivante, les gens jouent au domino sur leur trottoir ou devant leur porte, discutent. Ben, le soir, souvent quand on rentre à 23h, 24h, eh ben, il y a un voisin qui a mis sa chaîne IFI et voilà, on entend la musique et certaines personnes même dansent. Donc c'est vraiment très, très vivant. Bien sûr, ça parle fort, hein, ça parle fort. On s'interpelle facilement. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'un bonhomme, c'est une cité qui est presque autonome. D'ailleurs, on dit souvent bonhomme autonome. Parce que même si on y trouve l'hôpital de Cayenne, il est là. On trouve également libre-service, pharmacie, boulangerie, etc. Donc souvent, quand on parle de bonhomme, on se dit, bon, bonhomme, nous sommes autonomes. Et pendant le carnaval, bonhomme est le seul endroit de Cayenne à avoir son vidé, puisque le vidé maintenant est interdit dans Cayenne. Donc c'est quand même, on peut dire, un lieu très, très particulier, très, très vivant, très, très coloré. Une sorte de juxtaposition un peu du passé et de ce qui se passe actuellement, et peut-être de la manière dont certains voient la Guyane de demain. Oui, c'est très intéressant. C'est essentiellement mes grands-parents. Mes grands-parents, pourquoi? Parce que je passais beaucoup de temps avec eux. C'était des gens de campagne. Hein. Ma grand-mère est une métisse, amérindienne et noire. Son père était noir, sa mère était amérindienne. Et mon grand-père, c'était un noir, un créole, comme on dit. Et ils sont originaires de la région de l'Oyapock. La vallée de l'Oyapock, précisément Wanari, et c'est cette commune qu'on appelle Pays Indien, où en fin de compte, il n'y a plus d'Indiens. Et puis après, bon, ils sont allés s'installer vers la côte, donc du côté de Montigny, puis de Macouria. Et donc c'est essentiellement, pour moi, quand même, la commune, c'est la brousse, la broussaille, la forêt secondaire. C'est le fleuve, la rivière, puisque mon oncle Basile, qui m'amenait beaucoup d'endroits avec lui, c'est un homme qui allait pêcher, chasser, qui avait son abbati. Et donc, c'était ça en petite enfance, le moment de... Il m'emmenait faire l'affût, ou pêcher dans la friperie, dans les marais, dans les savanes noyées, comme on dit en français, on dit friperie. C'est donc une ambiance vraiment très, très rurale. Hein. Et je revois encore mon oncle me prenant sur son dos, m'emmenant avec lui à travers la forêt, me mettant dans un arbre, me disant bon tiens toi là, reste tranquille, alors qu'il installe son affût, comme on dit, en attendant le gibier. Mais il m'emmenait parfois pêcher avec lui.
me couchais au fond du canot parce que c'était souvent au petit matin. C'était encore très tôt là, hein, vers 4 heures, 5 heures du matin. Et donc c'était souvent à Montsinéry. C'est la rivière de Montsinéry, Montsinéry-Tonnay-Grande. Je me souviens en particulier qu'il y avait à l'époque une légende, peut-être une légende, mais qui reposait sur un fond de vérité. C'est celle des Gabianos. Certains disaient aussi les Gabianos. C'était de sortes d'oiseaux mi-vautour, mi-pagani, qui avaient des ongles très acérés, très longs paraît-il, et qui en se posant sur les cajoux de la savane les faisaient saigner et poussant un cri terrifiant, et personne n'osait sortir à ce moment-là des cases. Moi, mon oncle, lui, il ne savait rien, il allait pêcher quand même. Il me faisait me coucher au fond du canot, et j'entendais donc ce cri assez particulier. Et cet oiseau de légende était, semble-t-il, l'âme des forçats, des personnes qui avaient beaucoup souffert depuis l'esclavage et tout, qui en quelque sorte étaient réincarnés, et en quelque sorte disaient leur souffrance, leur tragédie, leur détresse donc humaine, à travers cette forme, à travers ce cri. D'ailleurs, je reprends dans mon premier recueil, Une flèche pour le pays à l'encan, je parle de ça, je cite seulement cette légende qui en quelque part repose quand même sur un fond de vérité, hein, des Gabianos. Et donc en enfance ça a été ça, bon ça a été bien sûr apprendre à faire du couac, planter du manioc, le maïs, manger des fruits sauvages, tirer à l'arbalète après les petits oiseaux. Bon, c'était quelque chose de très, je dirais donc de très rural. Et c'est en gros entre 3 et 6 ans que je commence vraiment à avoir une vie vraiment un peu plus urbaine. Je vais à l'école maternelle, à l'école des palmistes, l'école Joséphine Hort, comme on dit maintenant, là où se trouve la statue de Félix Éboué. Et je me souviens que les premiers jours, on était vraiment pour quelque chose de terrifiant. Ouais, cette grande cour pavée, je me sentais vraiment perdu et je me souviens que vraiment je voulais pas y rester, quoi. Je pleurais à chaudes larmes, je tempêtais, les premiers jours étaient vraiment quelque chose de vraiment très, très compliqué, très difficile. Je pensais jamais que je serais allé à l'école tout ce temps de ma vie. Et puis après il y a le contact avec le milieu rural, l'habitation, comme on disait, a duré longtemps, hein, jusqu'à ce que je parte de Cayenne pour faire mes études, puisque ça a été un aller-retour permanent. Chaque vacances, j'allais bien sûr à l'habitation, à travailler avec mes grands-parents, ensuite avec mon père à la mort de mon grand-père. Et nous allions souvent en famille pendant les grandes vacances. Nous allions en famille, mes cousins, mes cousines, mes tantes, etc. Donc c'était du grand majouri, on peut dire, familiaux en quelque sorte. Et donc je n'ai jamais perdu vraiment le contact avec la terre, sauf quand je suis parti, bien sûr, faire mes études. Et même à mon retour, j'ai toujours gardé un lien avec le milieu rural, la terre. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup marqué. Beaucoup marqué. Je n'aime pas beaucoup les tours que je vois maintenant fleurir dans Cayenne et dans les cités, ou même dans les communes maintenant, où de plus en plus, autour de Cayenne, Aroura, Matoury, Macouria même plus loin, hein, ça devient un peu des communes dortoirs, quoi, avec de grands bâtiments en ciment où les gens vont, ils dorment en appartement à travailler, la plupart sur Cayenne bien entendu. Et... bon, ça me fait un peu bizarre, quoi. C'est un pays qui m'a l'air un peu mal foutu quand je regarde ça comme ça. Pour moi-même, dans ma conscience claire, on peut dire, dans mon intellect plutôt, je ne me destinais pas à la poésie d'une façon particulière. Je
crois que la poésie est entrée dans ma vie comme par insu. Premièrement, j'ai pas fait d'études classiques, ni au lycée, ni à la fac. Que j'ai fait, comme on disait à l'époque, la série moderne et moderne prime. Donc c'est une série sciences. Et puis je commençais d'abord par la musique, j'ai plutôt fait des choses intéressantes d'abord en musique. Je jouais de la guitare et puis dans mon entourage familial avec beaucoup de musique, hein, avec mes cousins, qui avaient beaucoup de disques de musique latine. Et donc la poésie, bon, j'arrive un petit peu à mon insu comme ça, sans même m'en rendre compte, plutôt sollicité par des amis qui me disaient, bon, écris un petit poème, comme j'avais une certaine facilité donc, pour l'écriture déjà à l'époque. Et puis, quand la fête des mères arrivait, j'étais de milieu pauvre. Hein. Et donc les copains me disaient, bon écoute, ben, la fête des mères, bon, on ne peut pas acheter de cadeaux, nous. Ben, faire une bête pour nous, non, un petit poème pour le moment. Donc alors je faisais d'autres petits vers. Bon, ben, c'est à l'époque où on copie vaguement ce qu'on a appris au lycée, au collège, donc bon, ça restait à ce niveau. Et puis bon, je remarquais que ça plaisait à ma mère beaucoup, quand je lui donnais donc, ces petits poèmes. Également, ça plaisait aux parents de mes copains, leurs petites amies. Donc ça restait c'était un petit peu un jeu. Et puis, bon, ça a continué comme ça. Et puis c'est avec la guerre d'Algérie, ma rencontre avec, mes rencontres plutôt avec Oxens Montou, Serge Patient, qui était professeur au lycée, qui n'ont pas été mes enseignants, mais qui étaient professeurs au lycée. Bon, ils m'ont parlé un peu de poésie, en tout cas, d'une autre poésie que celle qu'on apprenait au lycée, au collège. Et donc, là, je commençais à avoir une autre approche, un autre regard de la poésie. Et pour moi, ça devient quelque chose de plus intéressant. Mais pour moi, c'est toujours dans le domaine un peu de l'exercice, hein, d'une sorte de hobby, mais relativement léger. Car adolescent, je m'intéresse surtout à la musique. C'est quand même l'époque du rock'n'roll, etc. Donc je m'intéresse quand même beaucoup plus à la musique. Et puis voilà, je rencontre un monsieur, Yvan Rolus, qui faisait de petits fascicules de poésie guyanaise, qui était également lui musicien et animateur à RFO à l'époque, Radio Cayenne comme on disait. Je le rencontre dans une imprimerie artisanale où il faisait imprimer donc, ces petits recueils. Et puis je me dis, tiens, on publie des trucs à Cayenne. Ça m'était jamais venu à l'idée qu'on pouvait publier à Cayenne des poésies, même que des gens écrivaient quoi, et publiaient. Et donc voilà, je le rencontre et bon, là, comment l'idée d'écrire un peu plus sérieusement commence à me venir un peu l'idée, mais j'ai toujours accès à la musique parce que Rolus est aussi un musicien. Puis la guerre d'Algérie, le départ de jeunes Guyanais, les mouvements autonomistes, n'est-ce pas, de l'UPG, l'Union du peuple guyanais, avec Hugues Scherder, Serge Patient, Aimé Léonceau et quelques autres, Bertin Juminaire d'ailleurs, même s'il était plutôt installé en France. Donc c'est cette époque politique hein, où ça commence à remuer le statut départemental. Donc je suis tout ça avec ma mère, mon père. Et là donc, à force de discuter avec ses aînés, j'ai fini peu à peu par me rendre compte que l'écriture peut jouer un rôle, peut avoir c'est-à-dire avec l'écriture avec la poésie. Et donc j'écris un premier petit poème sur la guerre d'Algérie en quelque sorte. Le grand vent d'Algérie parvint jusque chez nous, chassa avec furie les vieux et les fous, etc. Et puis ça continue, je suis un peu encouragé par les gens comme Contou, Patient,
et autres, certains de mes grands cousins, à poursuivre dans cette voie d'écriture politique. Et bon, je connais Damas à travers eux, et puis je pars à Paris. Voilà. Et puis bon, j'écris dans le journal des étudiants guyanais, qui s'appelle Sepirou, un truc qu'on tire à la Ronéo, très laborieusement. Bon, j'écris là-dedans, je fais des poèmes, des petits articles. Et puis, bon, je suis toujours pas dans l'idée de vraiment de publier quoi que ce soit. En même temps, je fais des piges pour Présence africaine. Je rencontre comme des gens importants comme Lamine Diakhaté et autres. Je croise également Cheikh Anta Diop, un grand honneur à l'époque, mais on n'en est pas encore vraiment conscient. Bon, je suis un jeune étudiant pris dans le tourbillon de la lutte anticolonialiste. Et puis voilà, je rencontre également Bertrand Juminaire pendant que je suis à Paris, là, à Présence. Et puis un jour l'UEG décide de faire quelque chose avec Damas. Damas qui voyage beaucoup entre Paris, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Bon. Et donc, comme j'étais responsable de la section de Paris, on me demande de mettre la main sur Damas. Alors c'est une mission un peu difficile. Donc je le piste, je cherche des informations partout. Je finis par tomber sur Damas. Un jour, je l'appelle d'un café, il me donne rendez-vous chez lui. Il habitait dans le 15e. Et comme par hasard, moi aussi j'habitais le 15e. Moi j'habitais du côté de la porte de Versailles, et lui il habitait du côté de Grenelle. Du bord de Grenelle. Puis voilà comment les choses ont commencé sérieusement, je dirais. Puis la masse me demande des nouvelles de la Guyane, des gens qui écrivent. Alors je parle de Jean d'Azour, etc. De ceux que moi je sais. Il me dit, moi, qu'est-ce que tu fais? Et parce qu'il était très bourru, il était un peu bourru, Damas. Je dis, bon, moi, voilà, je fais de l'économie. Il dit, ah, c'est bien, l'économie, ouais, c'est bien. Puis, il me dit, sinon, dans ta génération, vous n'écrivez rien, vous ne foutez rien, alors. C'est un peu son style. Hein. J'ai dit, ouais, moi, j'écris un petit peu. Là, ben, faut me montrer ça, quand même. Moi, j'ose pas, moi, je dis, alors, je commence par biaiser. Puis il insiste. Puis j'ai fini par apporter mes textes, hein, ce que j'avais à la maison là. Il dit, lui, bon. Ah bien sûr, il commence par sabrer, ah non, c'est pas de la poésie ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire même? Ah bon, bon, et puis après il me dit, bon. Ben oui, mais il faut que tu écrives, il faut continuer à écrire. Il faut écrire parce que tu as des choses à dire et puis bon. Tu vois, ça c'est bon, bon. Il fait une sorte de tri, bon. Il barre, il enlève, il déchire, bref. Il me dit, bon, ben voilà, maintenant tu vas travailler sur tout ça. Je me retrouve avec un paquet de feuilles, plus ou moins certaines déchirées, barrées. Et puis bon, comme il a l'air de s'intéresser à moi, on se revoit, on discute. Bon, et chaque fois qu'il repassait par Paris, il me dit, bon, appelle-moi assez régulièrement de temps en temps, bon, quand je suis là. Donc j'appelle assez régulièrement, effectivement, parce que je suis pas très loin, en fait. Je suis à quelques minutes de métro, en fait. Et donc, je l'appelle, et puis voilà comment commence l'histoire de la publication, en fin de compte. Hein. Puis un jour, il me dit, bon, écoute, tu devrais publier, il faut publier quelque chose. Hein. Je lui dis, ah, non, il n'y a pas question. Mais ah non, mais vous, les Guyanais, vous êtes vraiment des cons, vous êtes peureux, vous avez peur de tout, rien vous demander. Moi, je dis, non. Je lui dis, non, il faut publier, tu vois. Bon. Et puis c'est comme ça que ça commence à rendre compte. Bon, je me mets à chercher très paresseusement, je dirais, une maison d'édition, parce que bon, je me sens pas du tout à l'aise dans cette histoire, quoi. Je me sens très à l'aise quand il s'agit de lire les autres et de les critiquer. Mais maintenant, pour moi-même publier, je me sens pas à l'aise.
Bon, enfin, bref. Il finit par me prendre rendez-vous avec Pierre-Jean Oswald, qui à l'époque s'intéressait beaucoup à la musique négro-africaine. Hein. C'était un des rares éditeurs à l'époque qui vraiment a publié beaucoup de gens comme Maurice Condé, Bookman, Tikayo Tomsi et bien d'autres encore. Atawapa Ouyoupan qui aussi a publié chez Oswald. Donc, et puis, bon. Ouais, non, je vois Oswald, j'ai dit ouais, que mes textes intéressent. Et puis, ben, ça, comme ça, on commence à publier. Bon, nous sympathisons, l'éditeur et moi, et puis voilà. Donc, le premier recueil, après, Oswald fait faillite, et donc je passe à la présence, pas présence africaine, édition caribéenne, mais je suis toujours en contact avec les gens de présence africaine. Parce que, bon, j'ai toujours des piges par présence africaine, je lis des manuscrits, bon, etc. Bon, puis voilà comment bon, j'entre un peu, disons, dans le milieu de la littérature, bon, mais toujours un petit peu en dilettante. Hein, bon. Je crois que j'ai toujours gardé ce côté dilettante, sans l'esprit de sérieux, comme dirait Sartre. Puis bon, ce que j'ai écrit, je crois que j'ai écrit d'abord essentiellement des choses qui sont en rapport avec la réalité sociale, politique, et bien sûr sentimentale aussi, puisque j'ai toujours cette curieuse manie de toujours mélanger un peu la vie. Pour moi, la vie c'est un tout. Donc le combat politique rencontre également, comment dirais-je, l'aventure sentimentale, laquelle débouche également sur le social, le conflit social, l'antisocial, etc. Bon. Et je me rends compte que j'ai quand même été très marqué par mon enfance, ma petite enfance. Il y a souvent des images, pardon, il y a souvent des images qui reviennent, qui remontent comme ça de la petite enfance. Et c'est seulement après que je me rends compte que, bah, tiens, tel truc, c'était un bon scénariste à l'époque de Macroya, bon, etc. Et également les rapports humains, que ce soit la famille, les camarades, les amis. Pour moi, ça a une place importante dans mon écriture. Bon, c'est une écriture qui est à la fois intimiste, hein, par certains aspects, parce que bien sûr, il s'agit essentiellement de mes états d'âme, de mes impressions, de mes perceptions, de mon ressenti, mais en même temps, c'est toujours extrêmement lié, relié avec l'environnement de manière générale. L'environnement social, culturel, naturel. Donc, c'est vraiment le discours d'un individu qui parle pour lui-même, avec lui-même, ou bien un dialogue juste entre un homme et une femme, par exemple. Non, il y a toujours une sorte de... Non, c'est un peu comme le Walwari, comme l'éventail. Une sorte de... Il y a toujours une sorte d'ouverture, quoi. Ça peut partir d'un point, moi, et puis après, ça s'ouvre toujours. Bon, j'ai beaucoup écrit de poésie, et c'était un peu mon dada naturel. Et également le théâtre, parce que pour moi, le théâtre, c'est un genre d'expression qui convenait bien au milieu guyanais, parce que nous théâtralisons déjà dans la réalité. Et puis parce que comme on n'a pas un lectorat important, ni très développé, donc les gens, par contre, aimaient bien le théâtre. Notamment dans les années 70, 80, quand j'écrivais beaucoup et qu'on jouait beaucoup du théâtre populaire. Donc le théâtre m'intéressait beaucoup. D'autant que le théâtre, à mon avis, ne laisse pas beaucoup d'espace pour tricher. Pas comme le cinéma où on peut manipuler les images, les angles, faire des manipulations techniques. Au théâtre, on est plus limité, quoi. Bon, c'est quand même un rapport direct entre le public et
le comédien et l'auteur. Donc j'ai beaucoup aimé le théâtre. Théâtre que je découvre d'ailleurs à Paris avec Maître Pondeau et Robert Liensol avec la troupe Griot Shango. Et donc le théâtre, ça a été pour moi quelque chose d'important. Quelque chose d'important. Je pense qu'on devrait faire beaucoup plus de théâtre, écrire beaucoup plus de théâtre. Et puis la prose. Mais j'aime beaucoup moins le roman. J'ai beaucoup d'idées de romans, mais j'aime beaucoup moins le roman. Je ne prends pas beaucoup de plaisir, je crois, à écrire des romans. Beaucoup moins de plaisir que le théâtre. Et ça me paraît un peu plus comment dirais-je, plus technique. Il y a moins de spontanéité dans le roman, je trouve, à ma manière de sentir les choses. Donc c'est un travail qui me semble plus celui d'un technicien, d'un arrangeur de mots, de quelqu'un bon. C'est comme un peu comme quelqu'un qui fait une maison, vraiment le roman. Ça manque de, je dirais, ça laisse pas beaucoup d'espace à la spontanéité, à l'émotion prise sur le vif. Bon, j'écrirai, je pense, encore d'autres livres, d'autres romans. Mais bon, je ne crois pas que c'est un genre où je vais vraiment produire beaucoup de choses. Mais le théâtre me semble beaucoup plus important. Par contre, j'aurais aimé faire un film, des films, parce que bon, j'ai fait des émissions de télé, des productions donc télévisées, et c'est intéressant, on peut dire des choses. Et puis ça touche beaucoup de gens maintenant, c'est vraiment le média par excellence. Et on peut vraiment faire passer beaucoup de choses à travers l'image, à travers le cinéma. Et donc, mon œuvre, je ne sais pas si on peut parler de mon œuvre, j'ai écrit comme ça sans avoir un plan en tête, je ne cherche pas à faire carrière, c'est pas mon propos, ce n'est pas non plus, c'est même pas une ambition personnelle, bon, j'écris surtout pour le plaisir d'écrire, j'ai pas de rythme, quand j'ai envie d'écrire, j'écris, quand j'ai pas envie, ben, j'écris pas, je peux rester longtemps sans écrire, bon, d'autres fois je peux écrire d'affilée comme ça, beaucoup de choses. Et puis, je suis vraiment, je crois, un dilettante de la littérature. Et quand on me classe, certains dans la créolité, d'autres dans la négritude, post-négritude, bon, bref, tout ce qu'on veut, bon. Moi, je sais pas trop, je me suis posé la question, j'écris ce que j'ai envie d'écrire, bon. Puis si un éditeur veut pas, ça fait rien. Je garde mon truc et puis ça sortira un jour ou l'autre. Ça n'a pas d'importance. Je pense qu'il faut régler une fois pour toutes, aussi clairement que possible, la question de la Guyane française par rapport aux îles. La Guyane n'est pas une île. Là, il faut être clair là-dessus. Ce n'est pas une île. C'est une partie du continent américain, plus précisément du sous-continent sud-américain. Donc c'est une terre qui est comprise entre le Brésil et le Suriname. Géographiquement parlant, bon, ça ne se discute pas. Donc, mais il y a, comment dirais-je, une sorte de fiction administrative qui s'est imposée à travers des liens historiques. Et l'administration, pour des raisons pratiques ou autres, peu importe, a commencé à créer un lien entre les îles françaises, Martinique, Guadeloupe et la Guyane, en créant donc un espace politico-administratif anti-Guyane. Et on parle même d'ailleurs des Antillo-Guyanais comme s'il existait un peuple antillo-guyanais, ce qui n'existe pas non plus. Et donc, la Guyane a été toujours liée, plus ou moins, notamment sur la question de littérature aux Antilles, premièrement par un effet de nombre. La Guyane est beaucoup moins peuplée que ces Antilles. Donc, il est facile, il est plus pratique pour les gens qui étudient la littérature de mettre dans un seul bloc ces francophones de l'Amérique, plutôt que de les séparer. Donc, on a pris l'habitude de créer un bloc
anti-Guyane, qui ne correspond pas à une réalité géographique. Ça, c'est la première chose. Et d'autres auteurs ou chercheurs ont trouvé une sorte d'insularité, comment dirais-je, intellectuelle, en quelque sorte, puisque la Guyane, effectivement, serait isolée en Amérique du Sud. C'est le seul pays à parler français, d'une part, et surtout, c'est le seul pays à ne pas être indépendant. C'est un morceau de France, posé là comme ça, et ça devient de plus en plus, effectivement, paradoxal et isolé. La Guyane est vraiment isolée en Amérique du Sud. D'autant que les relations aériennes ou fluviales ou maritimes sont devenues très rares au fil du temps avec les pays d'Amérique du Sud. Quand j'étais enfant, par exemple, nous recevions des bus du Brésil, de l'avion du Venezuela. Il y avait même un cabotage qui partait de Guyane et remontait vers la côte du Venezuela. Bon. Il y avait 2 lignes qui desservaient la Guyane-Brésil. Et maintenant, il n'y a pratiquement rien du tout, quoi. Je ne parle pas bien sûr des clandestins qui passent le fleuve régulièrement. Ça, c'est une autre histoire. Et donc, effectivement, certains ont trouvé là qu'il y avait une insularité, qui peut bien sûr se justifier intellectuellement. On peut voir les choses comme ça. Mais par rapport à la Caraïbe, il y a aussi un lien qui s'est créé. D'une part surtout parce que les Guyanais et les Guadeloupéens et les Martiniquais ont le même colonisateur, la France. Donc ils ont un pan, on peut dire, d'histoire, en quelque part, une histoire commune. Ils ont le même système administratif. Et donc ils ont quelque part des échanges privilégiés par rapport aux échanges qu'ils ont avec leurs voisins immédiats. Donc ça crée une sorte ça crée une sorte de continuité territoriale, mais là aussi c'est fictif. En réalité, il n'y a pas vraiment de continuité territoriale. Et concrètement, par exemple, c'est assez gênant de gérer les choses entre Martinique, Guyane et Guadeloupe. On le voit bien avec l'université. C'est pas toujours facile. C'est une université qui a éclaté un bout en Martinique, un bout en Guadeloupe, un morceau en Guyane. Bon, il y a souvent des tensions entre les 3 entités. Et d'ailleurs, on n'a jamais pu mettre en place non plus une économie ou un réseau fonctionnel au niveau économique, culturel entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Ça ne fonctionne pas dans la réalité pratique. Mais le mythe politico-administratif, lui, a la vie dure. Et ça fonctionne comme si c'était la réalité, quoi. Comme si bien, la Guyane, par moment, se détachait du continent et puis, paf, se plaçait comme ça virtuellement dans la mer des Antilles. Bon, là, donc, c'est quelque chose qui tient entre une certaine historicité et une certaine image créée d'une part par le colon, tout d'abord, et ensuite par les populations elles-mêmes, qui sont entrées dans cette espèce de logique, qu'il existerait un espace Antilles, Guyane, qui se situerait, on ne sait pas trop bien, entre l'Amérique du Sud et la Caraïbe, pour parler du grand bassin caribéen. En ce sens, effectivement, non seulement une insularité de la Guyane, mais on peut dire carrément il y a un isolement des 3 départements français en Amérique. Parce que nous sommes le seul pays sous tutelle, sous domination
d'un pays outre-mer. Et nous sommes les seuls à parler français. Et nous ne sommes quand même pas très voisins, la Guyane et la Martinique et la Guadeloupe. Donc effectivement, nous sommes, on peut dire, des îlots humains ou des îlots politico-administratifs. C'est comme ça, moi, je peux comprendre la question. Mais autrement, honnêtement, je ne peux pas dire que je me sens une sensibilité spécialement caribéenne. Bon. Quand je dis cela, je fais de la littérature. En fin de compte, je ne parle pas de la réalité. Que notre réalité géoclimatique est quand même sensiblement différente de celle qu'on retrouve dans les îles, que ce soit Martinique, Guadeloupe ou Sainte-Lucie ou Trinidad. C'est pas le même rythme des pluies, c'est pas non plus la même densité d'eau, c'est pas forcément le même type d'ensoleillement, c'est pas non plus la même, même si la végétation est similaire, elle n'est pas identique, il y a quand même des différences marquantes, les reliefs ne sont pas du tout les mêmes, et donc et l'histoire également des peuplements ne sont pas juxtaposables, hein, ça ne juxtapose pas par bout. La Guyane a quand même une histoire qui lui est propre, dans son peuplement, dans son parcours social, identitaire également. Donc c'est quand même pas pareil. Par exemple, pour parler rapidement, on pourrait dire que en Guyane, nous avons des Amérindiens de vrais. Il n'y en a plus dans les Antilles du tout. Et ça depuis très longtemps. Et les populations bushinangé, donc des descendants directs d'esclaves, qui s'étaient enfuis d'implantation et qui avaient combattu vraiment le système colonial et qui ont arraché leur liberté, on en trouve seulement en Guyane. Et d'autres communautés également qui vivent avec nous depuis très longtemps sont presque typiques, je dirais, de la Guyane. Même la population en métissage, qu'on ne trouve pas dans les îles de la Caraïbe, notamment francophones. En Guyane, il est rare de trouver des, comment dirais-je, métissage binaire, c'est-à-dire blanc-noir. C'est souvent des métissages beaucoup plus compliqués. Par exemple, moi, mon aïeul était amérindienne, mon aïeul était, lui, métissé noir et indien de laine, donc hindou comme on dit ici. Mon grand-père, bon, c'était un Guyanais pur sang, du côté maternel. Du côté de mon père, c'est encore toute une affaire, puisque mon père, lui, était fils de colon, avec une négresse. Donc c'est quand même une parenté assez proche, comment dirais-je donc, de la population européenne, hein, pas mon père. Et donc, dans ma famille, comment dirais-je, toutes les cartographies raciales sont possibles. Après, bien entendu, le reste dépend de choix idéologiques et politiques, qui sont des positionnements par la suite. Et je crois que la question de l'insularité, bon, c'est un positionnement que certains peuvent avoir, je dirais pour des raisons idéologiques, ou pratiques, ou démagogiques aussi. Mais dans la réalité, bon, ça correspond pour moi à pas grand-chose, dirons-nous, pour être convivial. Mais ça n'empêche pas que les liens de fraternité existent. La géographie, c'est une chose. L'humain, la relation humaine, ça, c'est autre chose. Yeah.